Bonjour tout le monde. Alors ce matin j'étais en train d'étudier le rapport Landau en fait, voilà, le rapport sur les crypto-monnaies qui engagent ou qui vont engager, en fait qui réfléchissent à savoir si on engage plus ou moins de régulation, plus ou moins de contrôle et comment le gouvernement, les États, les nations, les élus, nos tiers de confiance institutionnels pourraient contrôler ou pas l'avènement, ce paradigme de ces innovations. Alors, donc avant de parler de ce rapport où voilà, j'ai déjà des choses à dire, puisque dans le cadre de mes sensibilités, la gestion du risque global pour la disrupter en opportunité, depuis pas mal d'années, en fait, je suis plus ou moins active en fait sur le respect, l'application des droits et libertés au sens très large, mais également j'ai une grande sensibilité avec les innovations, puisque je viens de ce secteur. Donc, je me concentre sur le fait de réfléchir à comment transformer des risques en opportunités pour le citoyen et mettre en place en fait plus de parité, équité dans le sens d'une réponse aux droits, aux libertés, à la fraternité et aux absences de montée des tyrannies. Donc sur ce courrier, vous pouvez lire que ils ont bien reçu mon courrier. Donc j'ai envie de dire que ce n'est pas des courriers. Il y a pour plus de 2500 euros rien qu'en envoi de recommandé avec le papier, les impressions. Je pense que on fait péter les euros peut-être à plus de 3000 euros. Enfin bon bref, ça c'est rien qu'en 2 mois. Donc depuis janvier, février 2018, donc j'envoie beaucoup de rapports pour les sensibiliser aux risques. C'est des rapports qui peuvent faire plus d'une cinquantaine de pages et qui sont joints avec des matérialités de faits, des exemples et des choses que moi j'ai auditées, des contresens, des choses qui peuvent être améliorées. Donc je leur propose des plans, des axes d'amélioration qui permettent en fait également de stimuler l'entrepreneuriat en France, de favoriser l'entrepreneuriat pour éviter que nos jeunes, nos têtes pensantes, ceux qui pourraient créer de la réelle valeur ajoutée, rééquilibrer notre système financier traditionnel, voire notre nouveau système financier un peu plus innovant, comment on pourrait stimuler tout ça pour remplacer le risque actuel en opportunité. Donc voilà pour le courrier de Bruno Le Maire. Alors, je reviens sur le rapport Landau et les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui ici, on se concentre sur la gestion des risques autour de l'avènement de ces nouvelles technologies. Il y a des problématiques auxquelles en fait on a un enjeu social, à mon sens civique, de répondre. La problématique c'est question autour d'une gestion des risques qui pourrait conduire à la perte des opportunités qui étaient offertes par la centralisation 3.0. Le risque majeur, ce serait que cette opportunité de décentralisation 3.0, en fait, amène et conduit à un risque d'hypercentralisation 3.0. Par quel outil? Justement, la centralisation. Si on s'imaginait que les institutionnels, les gouvernements, les tiers de confiance élus et autres organes de contrôle prenaient la main sur ces innovations, voilà, le risque majeur, c'est que ces personnes, en fait, la subjectivité, l'inconscient de l'être humain, fait que quand on veut en avoir, on en veut plus et qu'il n'y ait pas beaucoup de rationalité et d'objectivité dans la prise des décisions. Donc risque de hypercentralisation 3.0, voire même de destruction de ces innovations, les tuer petit à petit. Alors, qu'est-ce que ça ferait? Ça diminuerait en fait les opportunités de créativité 3.0 pour tous les auto-entrepreneurs, pour tous les gens qui aspirent à un peu plus d'équilibre dans la démocratie et la République. Ça pourrait détourner indirectement les utilités qu'on aurait pu en avoir de ces outils d'innovation. Ça pourrait, démotiver en fait que ce soit entrepreneurs, développeurs ou alors citoyens, utilisateurs qui auraient pu utiliser ces outils. Donc on a un risque majeur à mon sens également, c'est que notre système financier, je vais dire traditionnel, est en fait un macro-Ponzi, potentiellement point d'interrogation, puisqu'on voit bien que si vous écoutez mes autres castes audio, on a une logique mathématique de création d'argent par la planche à billets qui va conduire à une explosion, à un effondrement de ce système. Donc, qui va payer? C'est le citoyen. Donc là, on voit bien qu'en quelque sorte, on peut appeler ça un Ponzi. Donc c'est un Ponzi gouvernemental. Alors, est-ce que là, le risque majeur serait qu'on mette en place un autre Ponzi gouvernemental en version 3.0? Donc je pense que c'est un risque majeur et il faut faire attention à quel sens on va donner au virage de l'innovation. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre en place un Ponzi 3.0 justement sous couvert d'une justification de régulation, de droit, qui ne répondrait pas à long terme aux réelles exigences actuelles en fait des citoyens, de l'évolution de ce monde et notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
qui parle bien d'équité, de parité, de liberté, de toit pour tout le monde et d'absence de montée des tyrannies. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'embête, c'est que ceux qui prennent les décisions, c'est également ceux qui vendent des armes aujourd'hui et qui engendrent des guerres. Aujourd'hui, le pétrole et l'épuisement des ressources et des matières premières est une excuse pour aller explorer et aller envahir d'autres continents. Mais néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'innovation, on ne serait pas capable d'être plus raisonnable et d'utiliser justement toutes ces évolutions de technologie, je pense à Tesla, je pense à plein d'autres choses, qui pourraient nous éviter de nous entretuer en quelque sorte, quoi. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc dans tous ces dossiers, voilà. Qu'est-ce que je soulève également? Je soulève également des problématiques dites techniques et technologiques autour de ces blockchains. Donc je vais un peu plus à fond, sauf que pour le citoyen, je préfère rester un peu plus légère. Parce que si vous allez voir, c'est un peu plus de 1500 technologies et que vous étudiez vraiment en détail les opportunités et faiblesses techniques de ces technologies, voilà, c'est très intéressant. Je vous invite à le faire, mais je pense qu'il faut pas mal d'années pour maîtriser tout ça. Et moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur ces systèmes. Donc ces systèmes, à terme, je ne vais pas vous faire le détail des 1500 technologies et les opportunités d'amélioration qu'il y a là-dessus, les problèmes de consensus, de gouvernance, etc. Mais en tout cas, si le citoyen prenait et se sensibilisait aux opportunités, je pense qu'il y aurait vraiment un réel avantage à mettre en place plus de parité et d'équité. Alors, on revient sur les problématiques. Ok, crypto, quid d'une régulation, plus ou moins de régulation, quelle régulation, ou alors pas de régulation, ou alors plus ou moins de régulation avec plus ou moins de contrôle, un hyper-contrôle, ce contrôle pourrait être direct et indirect. C'est ce que je vous invite à aller voir dans ce rapport Lando sur les crypto-monnaies, voir en fait comment est-ce qu'il pourrait mettre en place en fait une sorte de contrôle plus ou moins indirect, qui serait également un influenceur majeur de la tournure que pourrait prendre l'avènement de ces nouveaux paradigmes. Donc indirectement, là encore, l'être humain peut influencer le sens que va prendre ce virage de l'innovation. Et là, on n'est pas dans l'adoption normale de la confiance, on est encore dans un contrôle par l'humain de l'adoption des usages et de la confiance. Donc je vous laisse aller voir le rapport. Y a-t-il effectivement un risque majeur que les États, les nations, les gouvernements, les tiers de confiance manipulent l'avènement de la tournure, voire même la volatilité de ces innovations, puisque aujourd'hui on voit bien qu'il y a le Bitcoin, Satoshi Nakamoto, on peut se demander qui est l'inventeur réel de cette technologie autant de pointes. Il faut beaucoup d'argent pour mettre une technologie comme ça en place. Je pense qu'il faut la collaboration de plusieurs États qui auraient tout intérêt à contrecarrer en fait la dévaluation de leur fiat et autres. Donc voilà, il faudrait y réfléchir, mais cette création, à mon sens, n'est pas anodine. Donc, qui pourrait avoir un intérêt majeur à manipuler la volatilité? Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, la CIA et autres institutionnels ou autres, en fait, détiennent des gros stocks. On appelle ça des baleines. Il y a également des gens, allez voir le Bilderberg, qu'est-ce que ça peut être, mais on a vraiment une concentration de gens qui possèdent des bitcoins actuellement. Et le risque majeur, c'est qu'en fait, indirectement, ces gens qui le détiennent manipulent la tournure indirecte que va prendre le virage de demain. Si je faisais partie de ces personnes-là, quel intérêt si j'avais l'esprit malsain? C'est de faire chuter au maximum les cours pour jouer sur la volatilité et pour indirectement peut-être augmenter mes plus-values. De façon à quoi, si j'avais un esprit malsain, peut-être financer des guerres, des armes et peut-être même me permettre en fait de me protéger par des outils technologiques, des bunkers, voilà, mettre des data centers dans des bunkers, etc. pour être sûr que je garde le bénéfice de la valorisation de mes cryptos plus tard, si un jour peut-être l'électricité venait à être coupée, etc., etc. Donc on peut tout imaginer dans une gestion des risques majeurs. Donc des gens qui pourraient indirectement au jour d'aujourd'hui moduler en fait l'avènement de ces usages, en détourner les opportunités à leur profit seulement encore et encore. Voilà, c'est le propre de l'humain. L'humain n'est pas parfait. Et c'est pour ça que dans mes nombreux casts, je parle bien de suppléer l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à la limite de l'intelligence humaine par en fait son cerveau reptilien. Et oui, l'homme est un loup pour l'homme, malgré ça. Et enlever le confort aux hommes et vous allez voir que il peut y avoir des catastrophes et que l'être humain peut devenir très mauvais. Donc à partir du moment où il est privé de son confort. Donc il faut faire attention. Donc il faut prendre du recul là-dessus. Après, j'avais un autre point. C'est OK, le rapport Lando, la crypto-monnaie. Moi déjà,
Donc après lecture de ce rapport, il y a quand même quelque chose qui retient mon attention. C'est ok, on demande à une personne d'étudier ce rapport. Déjà, qui est cette personne? Qui est capable d'analyser et de mettre en place une gestion des risques et des opportunités? Quel âge a cette personne? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Quel a été son formatage en termes de formation? Voilà, dans quel environnement a-t-il évolué et est-il plus sensible aux réalités des besoins des citoyens ou plutôt à la réalité des besoins des élus et des tiers de confiance dits institutionnels ou non institutionnels? Il est plutôt sensible à ceux qui sont en haut de la pyramide ou ceux qui sont en bas de la pyramide. Donc c'est ce qu'on va voir. Jean-Pierre Landau. Enfin, ce monsieur, c'est l'ancien gouverneur de la Banque de France. Actuellement, il est chargé de la mission, en fait, sur évaluer les missions sur les crypto-monnaies, notamment à la demande du ministre de l'économie et des finances, donc la personne qui a rédigé ce courrier, et qui a remis son rapport hier. Donc, qui est Jean-Pierre Landau? Apparemment, c'est pas un digital natif, c'est pas quelqu'un qui appartient à la génération Y, et c'est un homme qui, à peu près, semblerait être né dans les années 1946-1944. Enfin bon bref, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, il a été influencé par les guerres, ce monsieur. Est-ce que ça l'a rendu empathique? Je ne sais pas. Il est diplômé de HEC, ce monsieur, et de Sciences Po. Donc, il a eu un formatage en termes de préprogrammation, on va dire, de formation. Et lui, il est sorti de ses formations en 1965, on va dire 1970 à peu près, j'en sais pas trop. En tout cas, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que ma première inquiétude dans la gestion des risques, c'est une analyse et une anticipation de gestion des risques. En fait, elle est très subjective au fond. C'est là la limite de l'humain. Et moi-même, je suis subjective. C'est fonction de ce qu'on a vu. Moi, je voyage beaucoup, je suis très sensible à la misère, voilà, à voir des enfants dehors, à voir des gens manquer de nourriture, à voir des gens manquer de toit, etc. Est-ce que c'est le cas de Monsieur Landau? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il a déjà travaillé dans des entreprises en agroalimentaire? Est-ce qu'il se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent à 3-4 heures du matin, qui sont privés de lumière naturelle, qui le soir se couchent exténués et qui n'ont pas le temps de s'occuper et d'éduquer leurs enfants, des enfants qui sont à peu près souvent livrés à eux-mêmes, donc etc. etc. Est-ce qu'il est vraiment dans la réalité des problématiques actuellement, des gens qui sont effectivement des digital natives, mais ceux qui ne sont pas des digital natives? Point d'interrogation. Donc est-ce que ça disrupte au gouvernement? Est-ce que ça innove? Est-ce que ça laisse la place aux digital natives? Est-ce que ça laisse la place aux gens qui sont réellement empathiques, aux gens qui pensent aux autres, aux gens qui se soucient de l'équité et de la parité et de savoir comment est-ce que ceux qui ne sont pas sensibles au digital ne payent pas l'effondrement de notre système économique actuel? Allez voir les lois sur les directives BRRD, le gel des comptes, etc. et tous les avantages et les opportunités, les abus de privilèges qu'on laisse aux banques actuellement. Donc on laisse faire. Donc si eux on laisse faire, ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui va payer. Donc au jour d'aujourd'hui, qui va payer? Regardez en Grèce, regardez les Italiens, etc. Donc est-ce qu'on est vraiment dans un système paritaire et équitaire? Est-ce qu'il ne faut pas être plus empathique et objectif plutôt que de subjectif dans la conservation de ces avantages et ces privilèges? Donc, qui sont ceux capables de ressentir avec empathie les réels problèmes de vie des citoyens? Qui ont vécu les problèmes des citoyens? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a personne, justement. Il n'y a personne qui peut se prétendre être élu, et pas moi-même. Jamais j'arriverai vers vous en vous disant, moi, j'ai la science infuse, je vais vous promettre des solutions. Mais non, je me considère être imparfaite, je me considère dans l'apprentissage et l'amélioration continue, et je suis consciente qu'aujourd'hui, je ne suis pas parfaite, que la limite de mon intelligence est arrivée à saturation, que pour beaucoup de personnes, c'est la même chose. On est en état de burn-out social, collectif, systémique et systématique. Et aujourd'hui, voilà, pour ne pas mettre en place de l'esclavagisme 3.0, il est très important d'anticiper et de réfléchir ensemble à comment on utilise cette intelligence artificielle pour construire ensemble une réelle démocratie, voilà, pour assurer santé, sécurité, sûreté à tous nos enfants, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait s'inquiéter, ceux qui décident pour nous, en quelque sorte, est-ce qu'ils n'ont pas des intérêts majeurs, en fait, à se protéger eux-mêmes? Par exemple, quand on voit l'âge de cette personne, on pourrait se demander si actuellement ses priorités, c'est pas de se soucier de la transmission de ses biens, de ses fortunes, qui sont peut-être inestimables, voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas plus, ces gens-là, le souci de s'assurer et d'optimiser leur transmission à leur descendance? Donc bref, j'ai envie de dire, les risques majeurs aujourd'hui,
si je devais conclure ce sujet, c'est mais qu'est-ce qu'on fait de l'équité, de la parité, de la santé, sécurité, sûreté de nos jeunes, des digital natives, des talents? Comment on conserve nos talents en France? Aujourd'hui, notre France se meurt, nos talents partent, les auto-entrepreneurs quittent également le territoire peu à peu. Car les auto-entrepreneurs, ils ont bien sorti qu'aujourd'hui, ils n'auraient pas leur place et que entreprendre est très fastidieux. Vous n'avez qu'à voir les auto-entrepreneurs. Même si je prends mon cas de figure, moi je suis en micro-entreprise. C'est une catastrophe. Je suis en train de réfléchir à la fermer rapidement parce qu'en fait, je me fais dilapider mes derniers euros rien qu'avec les charges et les impôts directs et indirects, même quand je ne fais pas de bénéfices. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on ne stimule pas l'auto-entrepreneuriat. Si pendant un certain nombre de temps ou de mois, vous essayez d'entreprendre, vous n'avez pas le temps d'entreprendre, vous serez ponctionné et beaucoup trop ponctionné. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, entreprendre est très, très difficile et que les impôts tuent la création de valeur ajoutée. Donc c'est très préjudiciable aux citoyens parce que si on ne crée pas de valeur ajoutée indirectement, c'est une augmentation des impôts directs et indirects pour les citoyens qui déjà n'en peuvent plus. Donc le risque majeur, c'est qu'on perde nos talents. Aujourd'hui, on parle aussi d'encadrer les ICO. Donc on voit bien que même pour tous ceux qui souhaiteraient entreprendre en France, c'est court-circuité. Et on pourrait même imaginer plus loin. Moi, j'avais pensé que justement, les communes, les mairies qui sont en train de mourir actuellement, auraient pu eux-mêmes essayer de réfléchir à mettre en place en fait des ICO avec des projets innovants dans leur commune pour leur permettre d'être moins dépendants des institutions, des gouvernements, des financements publics, de façon justement à diminuer cette enveloppe d'impôts directs et indirects pour les citoyens. Donc on aurait pu imaginer que ces ICO auraient concerné non pas que les entrepreneurs, les porteurs de projets, ils auraient pu dynamiser en fait toutes les économies du territoire français et notamment les économies locales. Et je parle encore des communes et des toutes petites communes qui doivent subsister. Donc on aurait pu leur permettre de mettre en place par exemple lever des fonds, mettre en place par exemple des crypto-monnaies également locales, mais également mettre en place aussi des monnaies physiques rattachées à ces blockchains avec ces cryptos locales qui soient mais complètement décentralisées du gouvernement parce que c'est le gouvernement, c'est tiers de confiance qui tue justement la création de valeur ajoutée. Donc si à cette décentralisation on rajoute une centralisation avec des tiers de confiance, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt à mettre en place cette décentralisation. Et là encore, les frais engagés par ces tiers de confiance, le contrôle, la plus ou moins de régulation va tuer la créativité. Donc je trouve que c'est hyper dommage. Aujourd'hui, on aurait pu imaginer plein de choses. Dans beaucoup de communes, on voit bien que l'énergie, les consommations énergétiques sont des gros problèmes. Il y a beaucoup de communes qui, par exemple, sont proches du littoral ou pas. Utilisent massivement l'agriculture. On aurait pu imaginer que par des ICO, ils stimulent en fait la production d'énergie directe et indirecte par des jeux de méthanisation, des biocatalyseurs énergétiques. On aurait pu imaginer que des gamins, des ados, en fait, il y a plein de locaux qui sont disponibles, ils puissent également réaliser eux-mêmes des ICO pour financer leurs propres projets et ne pas être dépendants justement de ces banques centralisées parce que lever des fonds en banque est impossible, etc., etc. On aurait pu imaginer plein de choses, on aurait pu imaginer stimuler les économies locales, aider les agriculteurs en mettant en place en fait des monnaies locales qui soient physiques. Ces monnaies physiques auraient pu être rattachées à des monnaies crypto également qui auraient été des crypto-monnaies locales, etc. Donc bref, on aurait pu mettre en place une dualité de l'économie entre économie de régression avec toujours traditionnaliste, on conserve le physique en cas où un jour l'électricité est coupée, et en dualité, on cible également les digital natives, les générations Y qui sont sensibilisées à cette techno, en dynamisant les économies de ces communes, en mettant en place ces crypto-monnaies qui appartiennent aux communes. Donc bref, il y aurait eu plein de choses à faire. Et aujourd'hui, les opportunités sont en train de se transformer en risque accru, à mon sens. C'est subjectif, à chacun ses analyses de risque. Mais je trouve que c'est préjudiciable, peut-être dommageable, et voilà. On est vraiment au paradigme du siècle où d'un côté, je pense que même si je suis adepte de l'innovation et que je l'étudie mes nuits, mes soirs parce que je suis une passionnée, je suis rationnelle et je suis consciente qu'il ne faut pas tout miser sur l'innovation numérique parce que le digital, il y a un risque majeur qui est tout simplement électrique. Les data centers également, on ne sait pas si un jour quelqu'un peut mettre la main dessus.
Donc il faut également savoir régresser pour remettre en place une dualité dans le fonctionnement de notre économie, de façon à mettre en place, comme dans un business model, un business plan d'une entreprise, avoir à terme une vision en fait qui soit plus moyen terme, long terme et non pas du bénéfice que court terme, parce que c'est ce qui tue notre économie. Voilà. Allez, je retourne sur mon rapport Lando et je vous dis à bientôt. Yeppa!